Bonjour à tous, bienvenue sur la Partners Online Academy. Aujourd'hui, on va parler de création de campagne YouTube. Je vais vous montrer quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour la création de campagne sur YouTube. Donc, ça va être un live démo. Donc là, on va tous se balader dans l'interface AdWords. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement sur le chat. Moi, je jetterai un coup d'œil de temps en temps. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les campagnes de TrueView in-stream. D'accord, donc c'est les vidéos qu'on voit en pré-roll. On ne va pas rentrer dans le détail de pourquoi est-ce qu'il faut faire des campagnes YouTube, dans quel objectif, etc. Ce n'est pas l'intérêt aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vraiment faire un training qui sera très, très opérationnel. Je vais vous montrer comment créer une campagne rapidement, efficacement, directement dans l'interface. Dans la description, on avait dit qu'on allait également parler de TrueView, in-display, donc Discovery, pardon, et de Bumper Ads. On ne va pas avoir le temps de couvrir les trois formats. Toutefois, c'est des formats qui sont très, très similaires. Donc, durant le processus de création de campagne, je vous montrerai là où ça change entre le Discovery, le in-stream et le Bumper Ads. Mais vous allez voir que c'est quand même des campagnes qui sont très, très similaires. Dans les bonnes pratiques qu'on a listées également, c'est l'ajout des incitations à l'action. Gardez en tête que globalement, les internautes qui visionnent des vidéos sur YouTube, l'idée, c'est aussi d'essayer de les engager un maximum, du coup, de maximiser les incitations à l'action. Ça, c'est souvent des choses que les agences oublient. On constate ça souvent sur les campagnes qu'on audite, donc n'hésitez pas à en rajouter un maximum, à la fois dans l'interface AdWords et dans l'interface YouTube. Et enfin, création des listes de remarketing. Faire une campagne vidéo, c'est bien, mais pouvoir réexploiter ces audiences derrière en display, en RLSA ou avec d'autres campagnes vidéo, c'est encore mieux. Donc, on va voir comment créer ces listes directement pour pouvoir les réexploiter tout de suite ou un petit peu plus tard, sachant que les audiences sur YouTube ont une durée de vie qui peut aller jusqu'à 540 jours. Donc voilà. Alors, on va basculer directement dans l'interface. Hop, donc, je vais me remettre en full screen. Donc voilà, on va passer directement sur la nouvelle interface. Hein. Ça fait déjà quelques semaines qu'elle est présente. Depuis la semaine dernière, elle est présente sur tous les comptes. La plupart des fonctionnalités sont maintenant disponibles sur la nouvelle interface. Elles se chargent plus vite. Certaines fonctionnalités sont disponibles uniquement sur la nouvelle interface. Donc autant en profiter. Je sais que ce n'est pas facile pour tout le monde, surtout quand ça fait plusieurs années qu'on gère des campagnes AdWords, mais l'avenir, il est là, donc autant y aller dès maintenant. Alors, on est de base sur la vue d'ensemble. Donc, pour créer une nouvelle campagne sur la nouvelle interface, c'est à peu près comme sur l'ancienne, on va aller sur l'onglet campagne. Gardez en tête qu'il y a plein de raccourcis qui existent sur la nouvelle interface, notamment lorsqu'on est sur cette page-là pour créer une nouvelle campagne. Si on appuie sur la touche Shift et N, ça va nous ouvrir directement le workflow pour créer une campagne, qu'importe le type. Donc là, on voit les différents types de réseaux. Aujourd'hui, on fait du YouTube. Okay, donc, on va choisir le réseau vidéo. Première question que l'interface nous pose, est-ce qu'on veut faire une campagne standard ou une campagne shopping? D'accord, TrueView for Shopping, c'est un format où on peut mettre des vignettes Google Shopping si vous avez un flux shopping. Donc, c'est des vignettes qui apparaissent dans un petit i sur la vidéo ou sur mobile. C'est un carrousel qui va y avoir sous la vidéo principale. N'hésitez pas, hein, si vous faites des campagnes pour des retailers, c'est toujours ça en plus en termes de call to action. Donc, ça permet de maximiser l'engagement. Ça ne coûte pas plus cher. On a les mêmes ciblages, donc autant en profiter. Sur ce compte-là, c'est un compte test, je n'ai pas de flux disponible. On va créer une campagne standard. Donc, on va faire continuer. La première question qu'on nous pose, c'est le nom de la campagne. Réfléchissons un peu aux structures de campagne YouTube. Sur YouTube, il y a beaucoup de ciblages qui existent, des ciblages par audience d'affinité, audience sur le marché, par mots-clés. On peut faire du remarketing, on peut cibler des emplacements, donc des chaînes ou des vidéos. Et c'est un peu comme en search. Plus on va avoir des campagnes granulaires, plus on aura de souplesse dans la diffusion de nos campagnes. Aujourd'hui, j'ai imaginé qu'on allait faire une campagne pour Google Home. D'accord, donc c'est la petite enceinte qui est liée à OK Google pour pouvoir faire tout un tas de choses. Et du coup, on va imaginer quel ciblage on pourrait faire pour faire la promotion de ce produit. Donc, bon, forcément, j'ai quelques ciblages en tête. Je sais que je vais faire un ciblage qui va me permettre de cibler un certain type d'audience. D'accord, donc je pense à audience sur le marché enceinte, si ça existe. Je pense aux personnes qui viennent de déménager. Quand on déménage, c'est souvent
à ce moment-là où on va aller acheter de la FI, des meubles, etc. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant de cibler ça. On peut aussi cibler certains emplacements, certaines catégories de contenu. D'accord? Qui sont complètement différents. D'un côté, je cible une audience, de l'autre, du contenu. Du coup, je ne vais pas forcément avoir le même comportement. En tout cas, c'est des campagnes que je vais vouloir piloter différemment. Ça peut être intéressant dès ici de segmenter, de faire d'un côté une campagne où on cible une audience et de l'autre, une campagne où on va cibler un contenu. Okay, donc, pour se faciliter la vie, si on est amené à créer beaucoup de campagnes dans ce compte, autant être très clair dans le nom qu'on va définir pour notre campagne. Donc là, on peut appeler ça lancement, on va dire Google Home. Et mon ciblage, je peux le mettre dès ici, on va dire affinité. Comme ça va être ma campagne audience d'affinité. Petite nouveauté qui est sortie depuis quand même quelques semaines, mais qui est assez peu connue. Sur YouTube, vous pouvez définir ce qu'on appelle des campagnes flight. Au lieu de définir un budget journalier, on peut définir un budget global sur la durée totale de campagne. Ce qui évite, quand on a un annonceur qui nous demande de faire une campagne sur une semaine, lorsqu'on met un budget journalier, parfois on va sous-délivrer, parfois sur-délivrer. Sur YouTube, c'est même souvent sur-délivré. Du coup, là, on est sûr de ne pas dépasser notre budget. Donc, si je mets total de la campagne ici, je vais mettre, par exemple, 500 euros. Je sélectionne une date de début et une date de fin. AdWords, automatiquement, va réajuster le budget chaque jour pour exploiter tout ce budget sur la période. Donc, imaginons que je fasse une campagne qui se lance samedi prochain. Voilà, samedi, j'ai pas envie de… Alors non, on va dire début samedi. Parce que le samedi, j'ai autre chose à faire que de me connecter à AdWords pour créer une campagne. Et on va dire que c'est une campagne d'une semaine. Donc, elle a commencé le 28 octobre, elle se finira le 4 novembre. À partir du moment où j'ai mis ça, c'est automatique. Je n'ai pas besoin de changer le statut de la campagne. Ça se fera automatiquement. Donc, le lancement se fera le 28 octobre à minuit 1 et la campagne va être délivrée jusqu'au 4 novembre à 23h59. Encore une fois, l'avantage des budgets du coup pour l'intégralité de la campagne permet d'éviter de calculer combien je dépense par jour, le dernier jour de devoir surveiller à l'euro près, etc. Les paramètres suivants qu'on va pouvoir sélectionner, c'est le réseau. À ce niveau-là, je n'ai pas encore défini si je voulais faire des campagnes in-stream, donc le format qu'on a en pré-roll avec les vidéos skippables, du format Discovery, qui sont les petites vignettes sur la homepage ou dans les vidéos suggérées sur la droite, qui est également diffusé sur le réseau display, ou du bumper. Donc, de base, l'interface me demande ce que je veux faire. Moi, ici, je veux faire du TrueView in-stream. Je vais vouloir diffuser uniquement sur les vidéos YouTube. Je peux désélectionner partenaire sur le réseau display et résultats de recherche YouTube. Donc, je vais diffuser uniquement ici. Ensuite, on va choisir les langues. Donc, moi, je fais une campagne pour le marché français. Je veux cibler que les Français. On sélectionne une zone géographique. C'est la France par défaut. On va définir une stratégie d'enchère. Sur du TrueView in-stream, ça peut être que du CPV. Si je sélectionne CPM ici, ça veut dire que je vais faire une campagne de bumper ads. Bumper ads, c'est des campagnes qui vont durer, c'est des vidéos qui durent 6 secondes. C'est un format qui a été développé particulièrement pour mobile. Ici, je veux faire du TrueView in-stream. On sélectionne un CPV. OK, alors en paramètres supplémentaires, très important. Donc, est-ce que je veux cibler tous les appareils? Gardez en tête que on a plus de la moitié des vidéos YouTube qui sont vues sur mobile. Donc, déjà, il faut avoir des créas qui soient adaptés au mobile, donc éviter les textes trop petits, les plans trop larges, etc. Donc, ici, moi, je veux profiter de tous les devices. On peut mettre un capping. Donc, le capping, c'est un nombre d'expositions par utilisateur. On peut le faire au nombre d'impressions, nombre de vues, ou les deux, ou aucun des deux. D'accord? Ici, moi, j'ai envie de limiter ma diffusion auprès des internautes. Je veux éviter de toucher tout le temps les mêmes personnes, mais plutôt augmenter mon reach. Du coup, je vais pouvoir mettre un capping. Donc, on va dire 3 impressions par jour par campagne. Et je peux mettre, on va dire, 2 vues par jour par campagne. OK? Comme ça me permet
d'augmenter mon reach et de diminuer un petit peu ma répétition. Très important, l'exclusion de contenu. Sur YouTube, il y a énormément de vidéos qui sont uploadées chaque minute. Et du coup, il y a tout type de contenu sur YouTube. Donc, en fonction de la marque que vous souhaitez mettre en avant, gardez en tête qu'il y a certains contenus avec lesquels on ne veut pas être associé. Okay, donc, de base, profitez des exclusions de contenu qui existent dans AdWords. Par exemple, tout ce qui est événements tragiques, zone de guerre, voilà, les problèmes sociaux, contenu à caractère sexuel. Ça, je vais vouloir les débloquer. Donc, ça, c'est des paramètres qui sont assez nouveaux. Hein. C'est encore considéré comme de la bêta. Dans le doute, moi, je préfère les sélectionner. Je préfère exclure trop de choses que pas assez. D'accord ? Il faut garder en tête qu'on veut diffuser les campagnes de nos annonceurs dans un environnement brand safe. Libellé de contenu non défini, on va l'exclure évidemment. Donc, ça, c'est le contenu qui n'a pas encore été défini comme étant adapté à la majorité du public ou uniquement pour les majeurs, etc. On va exclure tout ça. On peut exclure les vidéos intégrées, les vidéos diffusées en direct ou les jeux. J'en vois pas trop l'intérêt. Moi, ici, je préfère continuer à diffuser dessus. Donc, calendrier de diffusion, on peut en utiliser un. Par exemple, si vous faites une campagne B2B, vous êtes sûr que votre audience B2B ne regarde pas YouTube ou ne sera pas intéressée par le contenu que vous allez proposer sur la soirée ou le week-end, vous pouvez définir un calendrier de diffusion. Ensuite, on va créer un groupe d'annonces. Okay, donc, moi, mon premier groupe d'annonces, je vais cibler une audience sur le marché. Donc, on va le mettre comme ça, audience sur le marché. On va définir un coût par vue. Sur du True Viewing Stream, le coût par vue moyen, il est entre 4 et 6 centimes, ça dépend. Plus vous allez vouloir un reach élevé et ou un ciblage très, très restrictif, plus vous allez avoir besoin de mettre un CPV élevé pour tout simplement atteindre l'objectif d'impression que vous êtes fixé, hein, d'impression de vue. Ici, on est sur un ciblage par audience sur le marché. Donc, l'avantage des ciblages par audience, c'est qu'on peut cibler un utilisateur sur tout un tas de vidéos, puisqu'on ne sera pas diffusé sur une vidéo qui sera forcément liée au contenu que l'on souhaite cibler. D'accord ? Donc, on peut se permettre de mettre des CPV assez faibles. Donc là, on peut mettre, par exemple, 4 centimes. Ça, c'est des choses à surveiller. Vous regardez au bout de 2-3 jours, quand votre campagne est diffusée, si chaque groupe d'annonces est allé chercher suffisamment d'impressions, suffisamment de vues. Si ce n'est pas le cas, augmentez légèrement votre CPV. Si au contraire, vous voyez que vous êtes tout le temps limité par le budget, n'hésitez pas à le baisser. Plus on peut toucher de monde, mieux c'est. Ensuite, on peut filtrer, d'accord, par données démographiques. Est-ce que je vais exclure certains genres, certaines tranches d'âge, certains statuts parentaux. En ce qui concerne les revenus du foyer, ce n'est pas encore actif en France. On peut voir le volume de diffusion sur chacune des tranches. Globalement, il y a encore beaucoup de ces tranches qui arrivent en inconnu. Sur certains pays, on peut les filtrer. Donc, si vous cliquez sur « En savoir plus » ici, on va avoir le petit module d'aide qui s'ouvre ici. Je crois qu'il y a États-Unis, Japon, Nouvelle-Zélande uniquement. D'accord ? Donc, nous, ici, on va cibler la France. Ça ne nous intéressera pas. Et ensuite, on arrive sur notre ciblage. Donc, on va cibler par audience. Hein. Ici, moi, je me suis dit que je voulais cibler une audience d'affinité. Donc, on va aller dans affinité. Donc, vous voyez que dans les types d'audience, on a déjà la segmentation sur les 3. Affinité, donc c'est les personnes qui aiment quelque chose. Sur le marché, les personnes qui sont dans le processus d'achat d'un produit ou d'un service. Et les audiences de remarketing. Hein. Donc, dans audience de remarketing, on trouvera à la fois les audiences qu'on a créées avec le tag AdWords, mais aussi avec vos listes d'audience dans Analytics. Et si vous avez associé votre compte AdWords avec une chaîne YouTube, vous retrouverez les audiences YouTube que vous avez créées. Donc, on va rentrer dans l'affinité. Encore deux choix, audience d'affinité ou audience d'affinité personnalisée. Audience d'affinité personnalisée, c'est une fonctionnalité qui vient du display à la base. C'est lorsque je ne trouve pas d'audience d'affinité qui correspondent vraiment à mon ciblage, je peux saisir 5 URL dans cet outil. AdWords va me faire un mashup de ces 5 URL. Je peux aussi y mettre des mots-clés et me dire, voilà, globalement, moi, je t'ai trouvé une audience qui a ces signaux-là et qui fait X millions d'impressions. D'accord ? Ça, on peut le sélectionner. Petite particularité, on ne peut pas les créer dans… si, maintenant, sur la nouvelle interface, on peut les créer directement ici. Sur l'ancienne, il fallait passer par l'interface YouTube. D'accord ? Donc, vous voyez, je peux nommer mon audience,
une description si j'en fais beaucoup et que j'ai peur de ne pas me souvenir exactement de ce que c'est. Et ici, je peux mettre des mots-clés ou des URL associés. Mais bon, nous, pour le Google Home, c'est assez simple de trouver des audiences qui pourraient nous plaire. D'accord? Donc, dans acheteur, est-ce qu'on pourrait avoir… OK, bah, acheteur compulsif, ça peut être une audience intéressante. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Technologie. Passionné technologie, pourquoi pas? Lancer un Google Home, c'est quand même un produit un peu geek. Donc, on pourrait cibler ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'intéressant? Assiste fréquemment à des événements indirects. Ça, c'est un des nouveaux ciblages qui sont sortis il y a pas très longtemps. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle les habitudes de consommation. Ça, c'est assiste fréquemment à des événements directs. C'est une traduction qui est très maladroite. En fait, c'est les personnes qui assistent à des concerts, des pièces de théâtre, ce genre de choses. Donc, pourquoi pas, ça peut être intéressant pour moi. Passionné de la vie nocturne, bah voilà, les gens qui aiment bien aller en boîte de nuit ou autre, pourquoi pas. Je ne vais pas les prendre ici. Ok, et ben on va se contenter de ça pour nos audiences d'affinité. Ok, donc vous voyez, le principe de base, hein, lorsqu'on crée une campagne YouTube, c'est de cibler une audience. Les audiences, hein, c'est les ciblages qu'il y a de plus large sur les campagnes YouTube. Et si on veut, on peut croiser ça avec un autre type de ciblage, par mots-clés, par thème ou par emplacement. Donc, dès qu'on croise un ciblage, on va se retrouver avec un reach qui sera beaucoup plus faible. Mais si on veut, en tout cas, on peut le faire. OK, donc ensuite, on va rajouter notre vidéo YouTube. On va essayer de trouver une vidéo de Google Home. Voilà, on a celle-ci. Je sélectionne le format d'annonce InStream. Hein, donc, je rappelle, InStream, c'est le format pré-roll. On va avoir l'aperçu ici, hein, le fameux format qui est skippable au bout de 5 secondes pour lequel on est facturé si l'utilisateur a regardé au moins 30 secondes. Et Discovery, c'est les vidéos qui vont être proposées aux utilisateurs. Hein, donc, c'est plus un format de coup par clic que de coup par vue. Donc, dans les résultats de recherche sur YouTube, dans les vidéos similaires, ici sur la droite, c'est également un format sur lequel on peut être diffusé sur la homepage, sur l'application mobile, lorsqu'il n'y a pas de masthead. D'accord? Donc voilà, sur Discovery, je peux choisir les aperçus que je préfère. C'est très important, hein, le taux de clic peut vraiment changer en fonction de l'aperçu de ma vidéo. Et ensuite, je mets titre, description 1, description 2 et une URL. Ici, on va rester sur du InStream. OK, donc on va sélectionner une URL. Donc, vous voyez, j'avais un message d'erreur pour le bumper. Donc, vu que je n'ai pas sélectionné CPM, je ne peux pas faire de bumper. De toute façon, ma vidéo ne fait pas 6 secondes, ça ne fonctionnera pas. Alors, URL affichée, on peut mettre google.com. Et URL finale, on va mettre google.com, mais sachez qu'on pourra mettre une URL complètement différente. En l'occurrence, il y a un Google Store pour le Google Home, hein, c'est un e-commerce sur lequel vous pouvez acheter ça. L'URL, je crois que c'est store.google.com, donc on pourra mettre ça, /Google Home probablement. On met ce qu'on veut en URL finale, autant mettre une URL affichée un peu plus courte. Vous pouvez rajouter des URL traquées si vous le souhaitez. Nous, ce n'est pas ce qu'on va vouloir faire. Ensuite, quelque chose de très important, j'en parle beaucoup avec les agences, avec les annonceurs avec lesquels je travaille, la bannière associée. La bannière associée, tout le monde va en faire, mais on oublie toujours de faire la créa pour ça, parce que c'est un format qui est particulier. La bannière associée, c'est ce que vous allez voir en haut sur la droite, d'accord? C'est de base, si vous ne mettez pas de bannière associée, ça va reprendre les autres vidéos de votre chaîne, ce qui peut être bien si vous voulez aller chercher plus d'inscriptions à votre chaîne YouTube, si voilà, votre objectif, c'est vraiment d'aller chercher de la vue, de la viralité, etc. Ça peut être un bon format. En revanche, si vous avez une logique un peu plus classique de générer de la visite sur votre site ou de faire un branding, mais vraiment sur une vidéo, un produit en particulier, il vaut mieux mettre une bannière associée. Donc, j'ai fait une bannière, ne me jugez pas sur mes talents de créa, j'en ai fait une en 2 minutes tout à l'heure avec Google Slides, pour avoir une bannière qui correspond au format 300 par 60.
Okay, donc, le format 300 par 60, c'est un format qui est très, très plat. D'accord? Et c'est un format qu'on ne peut pas utiliser sur le display. C'est vraiment uniquement pour les campagnes de TrueView. Donc, ne pas oublier à la demander. Chose à garder en tête sur la bannière associée. Si l'internaute ignore l'annonce et qu'il continue de regarder la vidéo qu'il souhaitait regarder à la base, la bannière associée va rester affichée. D'accord? Donc, ça fait vraiment du branding gratuit. S'il va regarder une vidéo qui dure 2 heures, votre bannière associée va rester là jusqu'à ce qu'il y ait une autre publicité en TrueView qui soit diffusée à la place avec une bannière associée. Okay? Alors, je vais aller chercher un fichier. Et donc, vous voyez ma superbe bannière, livraison offerte pour toute commande avec une petite photo. Bon, j'ai dû l'aplatir, hein, je ne suis pas graphiste, avec un petit call to action. Et on va mettre le nom de l'annonce. Donc, le nom de l'annonce, ça servira uniquement si vous voulez mettre en concurrence plusieurs annonces dans un même groupe d'annonces. Ça peut être utile si vous avez, par exemple, 2 créas différentes, une de 35, une de 45 secondes, ou une avec, je ne sais pas, un logo à l'avant, au début de la vidéo, une sans logo. Si vous voulez essayer différents formats de vidéo, n'hésitez pas. Du coup, vous mettez en nom de l'annonce, vous mettez une vidéo, je ne sais pas, logo début, la deuxième, vous mettez logo fin. Comme ça, vous pourrez comparer la performance des 2 créas. Gardez en tête que sur YouTube, la créa est fondamentale. On est exposé à beaucoup de publicités sur Internet. On a beaucoup d'utilisateurs qui choisissent d'ignorer l'annonce. En moyenne, les taux de vue sont à 20%. Donc, on a 20% des utilisateurs qui choisissent de regarder la publicité. Sur les très bonnes campagnes, celles où on a de bonnes créas ou de bons ciblages, on peut avoir des taux de vue qui montent jusqu'à 45-50%. Et ça, c'est en grande partie lié à la créa. Donc, pensez vraiment aux premières secondes de votre créa. Il faut qu'elle soit très impactante. Donc, ici, moi, je vais mettre qu'une seule annonce. Donc, on peut l'appeler annonce numéro 1. Hop, on va mettre annonce 1. On fait enregistrer et continuer. Et notre campagne est créée. Okay, c'est aussi simple que ça. Donc, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, contrairement aux… c'est les campagnes de search qui sont les plus longues à créer. Sur du TrueView InStream, ça prend vraiment pas longtemps. C'est un format qui est extrêmement puissant parce que globalement, les CPV sont faibles. On a un niveau d'engagement qui est très bon quand on compare ça à des campagnes comme de la publicité télé ou des campagnes de pré-roll où la vue est forcée. Là, ici, on va vraiment avoir un niveau d'engagement et un coût par engagement qui va être très, très faible. Donc, c'est des formats de campagne qui se vendent très, très bien auprès des annonceurs qui ont une stratégie de branding, de notoriété. Et en plus, ça ne prend pas beaucoup de temps à créer, ça ne prend pas beaucoup de temps à optimiser. Donc, c'est vraiment intéressant pour une agence. Donc là, on a fait un peu la base. On a créé une campagne, on n'a fait qu'un seul groupe d'annonces qui s'appelle, je l'ai appelé audience sur le marché alors que j'ai choisi des audiences d'affinité. On va changer ça. Hop, audience d'affinité. Je vais en créer un deuxième où on va aller faire des audiences sur le marché. Hop, donc audience sur le marché. Je peux mettre les mêmes CPV, que ce soit audience d'affinité ou audience sur le marché. Globalement, c'est des ciblages sur lesquels on peut aller chercher beaucoup de vues. L'ajustement des enchères, ça, c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante. Si vous avez un annonceur qui tient à être présent, ou en tout cas qui va être vraiment regardant sur les emplacements sur lesquels vous êtes diffusé, n'hésitez pas à mettre un ajustement des enchères à ce niveau-là. Donc ici, ce que ça va faire, c'est que ça va vous indiquer à l'avance que vous êtes prêt à payer plus cher votre vue si c'est sur une vidéo qui a beaucoup de succès. D'accord? Donc, si vous allez être diffusé sur des vidéos, des youtubeurs assez connus, des vidéos qui font un peu le buzz sur la semaine où vous faites votre campagne, n'hésitez pas à mettre un ajustement d'enchère ici. On peut être agressif, on peut mettre 50%. On a mis un CPV déjà à 4 centimes, donc là, on est prêt à payer jusqu'à 6 centimes. Ce n'est pas grand-chose de plus. Si ça nous permet d'avoir de meilleurs emplacements qui remontent, pourquoi pas? Donc, 50%, on va aller choisir une audience sur le marché. Donc, ici, vous constatez un deuxième ciblage qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est les événements de la vie. D'accord? Donc, audience sur le marché,
Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des personnes qui sont dans le processus d'achat d'un produit ou d'un service. Événements de la vie, c'est les personnes qui franchissent un cap dans leur vie. D'accord? Donc, ceux qui viennent d'avoir ou qui vont avoir leur diplôme d'études secondaires, les personnes qui vont ou ont déménagé et les personnes qui vont ou se sont mariées. D'accord? Donc, ici, on peut sélectionner déménagement récent, par exemple. Voilà, quelqu'un qui vient de déménager, généralement, il achète de nouveaux meubles, de nouveaux devices pour son appartement ou sa maison. Et audience sur le marché, on peut voir si on a des choses qui ressemblent à des enceintes. On va regarder en utilisant la recherche si on trouve quelque chose avec des enceintes. Voilà, haut-parleur, système stéréo, système home cinéma, pourquoi pas. Donc là, vous voyez, j'ai 4 audiences sélectionnées. Donc, important, ces audiences ne se croisent pas. Elles sont superposées. Donc, je vais cibler à la fois d'un côté l'audience sur le marché pour des systèmes home cinéma et de l'autre, l'audience sur les marchés pour des systèmes stéréo. D'accord? Donc, voilà, ça ne se croise pas. J'ai mes 4 audiences qui sont sélectionnées. Je ne vais toujours pas croiser. Et je vais aller chercher mon annonce. Donc, on recommence, Google Home. En stream, je remets mon URL, google.com. Je vais remettre ma bannière associée. Hop. Le nom de mon annonce, je m'en fiche. Et je fais enregistrer et continue. Ok, donc là, j'ai fait les basiques de ma campagne. Donc, j'ai fait 2 groupes d'annonces. Ce qu'on pourrait faire, c'est potentiellement créer une deuxième campagne où on va cibler plutôt par thème, d'accord, par contenu. Si vous cherchez des influenceurs, voilà, je sais pas, dans le secteur de la technologie, par exemple, si on reste dans cet exemple-là, il y a pas mal de sites qui référencent les youtubeurs par secteur, par pays. Je pense notamment à Peg.co, qui est un outil qui est pas mal. On m'avait parlé de Wistracker aussi. Voilà. Donc, ce n'est pas des produits qui sont de Google, mais n'hésitez pas à rechercher. Il y a beaucoup aujourd'hui de sites qui référencent ces différents influenceurs. Si vous n'arrivez pas, au lieu de rentrer en contact avec eux, ou si vous avez essayé, vous n'arrivez pas à rentrer en contact avec eux pour qu'ils fassent une vidéo sur votre produit, n'hésitez pas à faire du TrueView sur ces vidéos-là. C'est complètement accessible. Vous allez conserver des CPV qui seront relativement bas, donc ne pas s'en priver. En revanche, bien le faire dans une campagne séparée de votre campagne par audience. D'accord? Sinon, le ciblage par audience va écraser le ciblage par contenu et du coup, vous n'allez pas tirer profit de ces ciblages-là. Donc, j'ai fait le b.a.-ba de ma campagne. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Une chose très importante qu'on a tendance à oublier, donc en plus de la bannière associée, on va rajouter d'autres call to action. Le premier auquel je pense, c'est l'incitation à l'action en superposition. Donc celle-ci, elle n'est pas facile à trouver dans l'interface, mais elle est néanmoins très très importante. Donc pour aller la rajouter, il faut que j'aille dans l'onglet vidéo. Vous voyez ici, donc j'ai sélectionné une chaîne avec laquelle je ne suis pas associé malheureusement. Donc ici, il m'indique associer la chaîne YouTube. Si je sélectionne une vidéo d'une chaîne avec laquelle je suis associé, ici, j'aurai un lien qui dira ajouter une incitation à l'action. Je vais regarder sur les autres campagnes si je ne trouve pas une vidéo avec laquelle je pourrais associer quelque chose. Voilà, ici, par exemple, bon, j'ai pris ma chaîne perso. Vous voyez, j'ai un petit lien « Modifier l'incitation à l'action ». Je clique dessus. Et ici, on va pouvoir ajouter un titre, une URL et une image. D'accord? L'image, je vous conseille de mettre un logo, un petit logo, donc plutôt croppé d'ailleurs de près, parce que cette incitation à l'action en superposition, elle apparaîtra en bas à gauche de votre vidéo. D'accord? Donc c'est assez petit, c'est écrit en blanc et jaune sur fond noir. Si vous ne mettez pas de logo, c'est pas très beau. D'accord? Donc n'hésitez pas à rajouter un logo. Si vous avez un logo blanc sur fond transparent, ce sera parfait parce que ça ressortira bien avec le noir. Et vous le rajoutez ici. Important, si vous le rajoutez ici, il sera également présent sur votre vidéo lorsqu'elle sera vue en organique. D'accord? Donc, encore une fois, sur toutes nos publicités vidéo,
plus on va pouvoir mettre de call to action, meilleur sera le niveau d'interaction. Très souvent, les discussions qu'on a avec les annonceurs, c'est alors, dans la plupart des cas, on a vraiment beaucoup de vues avec YouTube pour des CPV qui sont faibles quand on monte de bonnes campagnes. En revanche, les annonceurs sont souvent un peu déçus du volume de trafic que ça a généré sur le site. Donc, la première chose que je vais regarder dans ce cas-là, c'est est-ce que vous avez bien mis des call to action partout sur votre vidéo? Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y a pas beaucoup de trafic sur le site. Ensuite, il y a une deuxième explication, c'est que globalement, on ne va pas se mentir, il y a peu d'utilisateurs qui vont cliquer sur un call to action directement après avoir regardé une vidéo, sauf si vous avez vraiment une super claire. Ce qu'on va constater, généralement, c'est que les personnes vont plutôt aller plus tard, lorsqu'elles avancent dans le processus d'achat, aller rechercher votre marque sur le moteur de recherche. N'hésitez pas, lorsque vous faites des grosses campagnes YouTube, à regarder le volume de recherche sur Google Trends. Vous verrez s'il augmente. S'il n'augmente pas, c'est que peut-être que votre campagne était trop faible ou pas assez bien ciblée. Je finis sur les call to action et après, je vois qu'il y a des questions, je vais m'attarder un petit peu sur les questions. En plus des call to action qu'on peut rajouter ici, donc la bannière associée et l'incitation à l'action en superposition, j'insiste encore sur la bannière associée parce qu'on la voit sur très peu de campagnes. Dans YouTube, dans les paramètres de la chaîne YouTube, vous pouvez rajouter également deux choses. Les fiches. Donc, les fiches, c'est des petits liens qu'on peut rajouter vers un site qui est validé, revendiqué par la chaîne YouTube. Donc, il faut associer votre site avec votre chaîne YouTube. Donc, c'est un petit i qui apparaît quand vous le souhaitez sur la vidéo en haut à droite. Si l'utilisateur clique dessus, ça ouvre un bandeau qui prend à peu près un tiers de la largeur de la vidéo. Et dedans, vous pouvez mettre une image, un petit peu de texte et un call to action. Donc, c'est un call to action qui est assez propre, qui se voit bien, qui n'est pas trop intrusif pour l'utilisateur. En plus de ça, vous allez pouvoir rajouter des end screens, donc des écrans de fin, que vous pourrez mettre dans les dernières secondes de la vidéo. Vous choisissez à quel moment vous voulez la faire apparaître dans les dernières secondes de la vidéo. Et là, pareil, vous pouvez rediriger vers un site associé, vers une autre vidéo de votre chaîne ou même sur votre chaîne, d'accord? Si vous voulez pousser l'abonnement à votre chaîne, vous pouvez très bien le faire aussi. Et tout ça, ça se fait depuis l'interface YouTube. Donc, lorsque vous travaillez avec un annonceur, il faut absolument que soit vous obteniez les accès à cette chaîne YouTube, ils peuvent vous mettre en admin de la chaîne YouTube, ou alors vous leur demandez à eux déjà d'associer la chaîne YouTube avec votre compte AdWords, avec leur compte AdWords plutôt, et après, une fois que vous avez créé votre campagne, vous leur demandez de bien rajouter les call to action. Alors, on va regarder les questions. Est-il possible de réactiver une campagne terminée? C'est une bonne question. J'ai jamais fait. Je le ferai pas d'un point de vue pour des questions de data. Moi, ce que je conseillerais plutôt, c'est de faire une deuxième campagne parce que même si vous utilisez les mêmes ciblages, ce ne sera pas la même période, ce ne sera pas le même univers concurrentiel, ce ne sera pas les mêmes vidéos qui auront beaucoup de succès sur YouTube en ce moment. Du coup, vous n'aurez pas forcément le même comportement. Moi, je créerais plutôt, vous pouvez copier-coller la campagne, et du coup, la deuxième campagne, vous partirez de zéro. Vous pourrez même comparer les taux de vue, voir s'ils sont différents. Ça peut être intéressant. Est-ce que l'on peut cibler par zone géographique? Tout à fait, ouais. C'est dans les paramètres de base de YouTube. Au moment où je sélectionne une zone, je peux cibler, comme sur une campagne de search classique, pays, ville, département, on peut faire des rayons, etc. Ensuite, on a la question, est-ce qu'il y a un temps de validation de notre campagne avant diffusion? Alors oui, le temps que l'on vous demande, c'est, en tout cas le temps pour lequel on s'engage à valider ou désapprouver la diffusion de vos annonces, c'est 24 heures, c'est un jour ouvré. D'accord? Sur YouTube, ce qui arrive très régulièrement, c'est qu'on dépasse ce temps de 24 heures. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas, ça peut être un bug ou quelque chose comme ça. Vous allez sur AdWords, vous avez la petite mention vidéo en cours d'approbation. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur Contactez-nous. Il y aura un petit formulaire et vous indiquez le type de campagne, la catégorie. Vous dites, voilà, ma vidéo n'a toujours pas été approuvée, ça fait plus de 24 heures. Vous allez voir que dans l'heure qui va suivre, votre campagne sera activée. Donc, ça arrive assez fréquemment sur YouTube, donc n'hésitez pas à le faire si votre vidéo met plus de 24 heures à être activée.
D'où l'importance d'anticiper. D'accord? Très souvent, les campagnes YouTube, du coup, c'est des campagnes qui vont être assez courtes. Hein. On a beaucoup d'annonceurs qui font ça en même temps que leur campagne télé. Donc, c'est des vagues de généralement 2-3 semaines. Du coup, anticiper, uploader, créer votre campagne un jour en avance avec la date de diffusion qui vous arrangera. Comme ça, l'annonce sera déjà crawlée par AdWords et acceptée ou pas. Alors, pour répondre à la question de Dan, on peut copier-coller une campagne et modifier la date de fin. Ce que tu ne peux pas modifier, je me permets de te tutoyer, c'est la date de début. D'accord? Donc, à ce moment-là, autant recréer une nouvelle campagne, c'est vrai. Alors, y a-t-il des guidelines créa particulières pour la bannière associée à InStream ou est-ce qu'on peut mettre ce qu'on veut? Pourcentage de texte, type de CTA. Il n'y a pas de guideline officielle. Ce qu'on conseille, c'est surtout de pas mettre trop de contenu sur cette bannière-là. Gardez en tête que c'est une bannière qui est très, très flat. Donc, ne pas mettre trop de contenu. Non, il n'y a pas de pourcentage de texte, etc. Bon, là, moi, je pense que je n'ai pas fait un bon exemple parce que j'ai mis un call to action directement acheter. C'est peut-être un peu agressif. Généralement, quand on fait des campagnes sur YouTube, on est plutôt sur de la notoriété. On va faire connaître le produit. Pas directement, c'est peut-être un peu brutal. Sauf si vous avez un produit qui est très, très attractif. Je ne doute pas de l'attractivité de la Google Home. Ou alors, si vous avez une promo, potentiellement. Mais ici, peut-être mettre un call to action tel que découvrir le produit. Ou alors, venez l'essayer si vous faites une campagne géolocalisée et qu'il y a un corner de Google Home dans une Fnac ou quelque chose comme ça. Peut-être mettre un call to action qui sera plus adapté à du haut d'entonnoir. Ensuite, quel budget par clic minimal recommanderiez-vous un petit compte pour pouvoir commencer avec la publicité YouTube? Alors, je vois deux questions, soit quel budget, soit quel coût par clic. Je vais répondre à la première question. Encore une fois, quel budget, ça va un peu tout et rien dire. Ça dépend de vos objectifs. Ici, on parle essentiellement d'une campagne de notoriété. La notoriété n'a du sens qu'en fonction du nombre de personnes que l'on souhaite toucher. Si vous voulez toucher beaucoup de monde, il faudra un budget plus élevé. Si vous voulez toucher une zone très localisée, par exemple, je suis un restaurant, je viens de payer 2 000 € pour avoir une superbe créa, je vais faire une campagne géolocalisée sur ma ville. Ça ne sert à rien de mettre 200 ou 300 € par jour. D'accord? Ça dépend du nombre de personnes que vous voulez cibler. Généralement, ce qu'on fait avec les annonceurs, les nouveaux annonceurs, hein, on va pas faire forcément une campagne de TrueView de haute funnel pour faire de la notoriété, mais plutôt uniquement du retargeting. C'est un premier pas vers les campagnes vidéo. On recible les personnes qui sont venues sur notre site, qui n'ont pas forcément converti. On va pouvoir se contenter d'un budget qui sera beaucoup plus faible. D'accord? Mais ça dépendra encore une fois du trafic. En ce qui concerne le CPV, on peut descendre avec des campagnes à des CPV à 1 centime. Donc, sur un budget assez faible au début, si on n'a pas mis des ciblages croisés trop restrictifs, on peut mettre des CPV à 3-4 centimes. Tout dépend encore une fois de la créa. Si vous avez un très bon taux de vue, vous allez pouvoir aller chercher des CPV plus bas. Si vous avez un taux de vue qui est très mauvais, vous êtes à 10%, là, il faut se poser des questions. À la fois sur la création, sur le ciblage, à ce moment-là, vous devrez payer votre CPV un peu plus cher. Donc, ouais, généralement, moi, je pars toujours vers 5 centimes et en fonction est-ce que ma campagne est limitée par le budget ou pas, j'ajuste. Ensuite, quel KPI faut-il suivre en particulier pour valider? OK. Donc, une campagne YouTube, on va surveiller deux choses. Déjà, le nombre de personnes touchées. Donc, vous pouvez rajouter les colonnes nombre de personnes touchées, nombre d'utilisateurs. Ensuite, on va regarder déjà le taux de vue. Donc, si vous avez un taux de vue supérieur à 20%, vous êtes bien parti. C'est la moyenne, 20%. Parfois, on peut monter. Si vous êtes à 30%, vous êtes une campagne qui est performante. À 40%, vous êtes vraiment surperformant. Sur du retargeting, on peut atteindre du 50-55%. Donc, le taux de vue, le CPV. Si votre campagne est limitée par le budget, vous diminuez le CPV. Après, vous allez pouvoir regarder comment on appelle ça, les vues supplémentaires, les vues acquises. Voilà.
Donc, c'est les personnes qui, si vous avez plusieurs vidéos sur votre chaîne, c'est les personnes qui ont été exposées à votre campagne et qui sont allées regarder une deuxième vidéo de votre chaîne, ou une troisième ou une quatrième. Ça vous montre la viralité. Donc, c'est un indicateur intéressant. Ensuite, vous pouvez regarder le nombre de clics. Encore une fois, vous n'attendez pas un nombre de clics phénoménal parce que même si on a mis beaucoup de call to action, les utilisateurs qui sont sur YouTube, généralement, ils veulent rester sur YouTube. Donc, c'est plutôt difficile de les faire sortir de ce parcours. Généralement, ils viendront plus tard. Donc, ouais, globalement, taux de vue, coût par vue, le nombre d'impressions, de vues, le nombre d'utilisateurs, les vues acquises. Après, vous pouvez surveiller les abonnements, les likes, les commentaires. Généralement, ce n'est pas des KPI qu'on se fixe très souvent sur des campagnes. Après, si vous avez un annonceur qui veut mesurer sa notoriété, il y a un outil qui s'appelle le Brand Lift Survey. Vous allez pouvoir voir l'impact en termes de notoriété sur les personnes exposées à votre campagne. Pour ça, je vous invite à contacter votre responsable agence. Il vous expliquera exactement qu'est-ce que c'est, comment le mettre en place. Pour le mettre en place, il faut que ce soit forcément quelqu'un de chez Google. Et ça, c'est le reporting ultime, on va dire, des campagnes YouTube, parce que ça nous donne vraiment l'impact de notre campagne en termes de mémorisation de la publicité, de notoriété de la marque, d'intention d'achat. Est-ce que les personnes qui ont été exposées à notre campagne ont plus recherché notre marque dans Google que les personnes qui n'ont pas été, etc. OK, alors, je vais retourner sur la presse. Je vais vous montrer la petite checklist que je vous ai préparée pour s'assurer que l'on n'a rien oublié. D'accord? Encore une fois, créer une campagne YouTube, c'est très simple, mais généralement, on oublie des trucs. Donc, n'hésitez pas, après cette vidéo, si vous voulez regarder le deck, il suffit de remplir le formulaire de feedback et vous aurez accès au PDF. Donc, ma checklist quand je fais une campagne YouTube. Donc, 1, la limite d'exposition, mon capping. Si vous n'avez pas de limite d'exposition, il y a des chances que votre campagne cible régulièrement les mêmes personnes. Et si c'est une campagne qui est assez longue, vous allez voir votre taux de vue qui risque de diminuer parce que vous allez recibler très souvent les mêmes personnes. Ce que vous pouvez faire aussi, hein, c'est si vous faites une campagne d'acquisition, exclure de cette campagne les personnes qui sont déjà venues sur votre site ou qui ont déjà regardé la vidéo. Comme ça, vous allez toujours aller cibler de nouvelles personnes. Ensuite, exclusion de catégorie de contenu. Donc, exclure le contenu qui est grossier, insultant, qui parle de conflits, de problèmes sociaux, etc. Généralement, on ne veut pas associer une marque, on ne veut pas en tout cas afficher une marque à côté de ce type de contenu. On peut aller plus loin. On peut même exclure des mots-clés ou des emplacements. Très souvent, quand on fait une campagne de Trouillon, on va être diffusé, si on est diffusé la journée, sur des dessins animés. Parce qu'il y a beaucoup de… aujourd'hui, on se rend compte de parents, de babysitters qui ne vont pas utiliser des chaînes télé, mais directement, du coup, mettre les enfants devant 3 heures de Bob l'éponge. Si vous ne voulez pas être diffusé sur ce type d'emplacement, vous pouvez exclure tout ce type de vocabulaire. Donc, vous mettez vraiment exclure Bob éponge. Vous pouvez exclure des emplacements. Si vous avez vu qu'il y a une vidéo qui est virale en ce moment, qui est regardée par beaucoup de monde, mais elle ne vous plaît pas, vous pouvez exclure une chaîne ou une vidéo YouTube. Donc ça, c'est vraiment en termes de diffusion. En termes d'incitation à l'action, donc rajouter la bannière associée, format 300 par 60. L'incitation à l'action en superposition, vous allez pouvoir rajouter que si vous avez associé la chaîne YouTube avec votre compte AdWords, les fiches qui se font dans l'interface YouTube et l'écran de fin qui se fait ou se font, parce qu'on peut en mettre plusieurs par vidéo, dans l'interface YouTube. On peut rajouter une extension de lieu également. Ça se fait directement dans AdWords. Si vous avez une logique Web to Store, pourquoi pas. Imaginons que je sois la Fnac, par exemple, je vais faire une campagne nationale, mais dans une logique Web to Store pour que les personnes viennent en magasin. Du coup, je peux mettre toutes mes extensions de lieu dans cette campagne. En fonction de l'endroit où sera situé l'internaute, il aura l'extension de lieu avec le lieu le plus proche de sa position. Les audiences de remarketing, ne pas oublier de les créer. Je vais vous les montrer dans 2 minutes. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté. Vérifiez bien les paramètres de la chaîne YouTube de l'annonceur. Il y a une petite case à ne pas cocher. En fait, on peut cocher la case « Désactiver les annonces basées sur les centres d'intérêt ». Si vous avez coché cette case, vos audiences YouTube ne vont pas se remplir.
Donc voilà, c'est très souvent les annonceurs bloquent ça parce qu'ils pensent que ça va bloquer la monétisation et du coup la diffusion de publicité sur leurs vidéos. C'est pas ça. Ça, cette case, il faut la laisser vierge et ça permettra à vos audiences de se remplir. Je vous montre rapidement comment créer des audiences de remarketing YouTube. Encore une fois, j'estime que c'est plutôt un KPI de base, en tout cas quelque chose à faire dès le début. Donc, pour ce faire, on va aller dans, vous voyez les 3 petits points qu'on a en haut à droite de l'interface, et dans gestion des audiences. OK, donc, comme à chaque fois avec un produit Google pour créer quelque chose, c'est un gros plus. Je clique dessus, je peux sélectionner utilisateur de YouTube. Je vais aller choisir le nom de mon audience. Donc, avant de la nommer, si je ne sais pas exactement ce que je peux faire, je peux regarder les différentes possibilités. Donc, je peux avoir à visionner une vidéo d'une chaîne. Donc là, l'audience va enregistrer tous les utilisateurs qui ont regardé n'importe quelle vidéo de ma chaîne. On peut sélectionner les personnes qui sont abonnées, qui ont visité une page de chaîne, qui ont partagé, liké, commenté. On peut aller plus loin. Moi, c'est ce que je fais généralement. Je vais dire à visionner certaines vidéos. Et là, vous pouvez sélectionner une vidéo en particulier. D'accord? Donc, là, on voit que dans ma chaîne, en l'occurrence, je n'ai pas de vidéo. Mais ici, vous pouvez dire, bah, moi, je veux recibler les personnes qui ont regardé telle vidéo. Ici, si je mets à visionner certaines vidéos, ce sera à la fois en organique et diffusé en tant qu'annonce. Et ici, ce sera uniquement diffusé en tant qu'annonce. D'accord? N'oubliez pas de faire ça. En faisant ça, vous allez pouvoir rajouter cette audience à vos campagnes de RLSA, notamment, mettre un ajustement d'enchère. Quelqu'un qui a déjà regardé votre vidéo sur YouTube, s'il cherche un produit que vous vendez, il sera plus enclin à l'acheter. C'est un bon ajout à une campagne de search. Ensuite, sur YouTube, avantage, on peut inclure les utilisateurs des 120 derniers jours. Avant, c'était les 30, maintenant c'est 120, donc on peut remonter un peu plus loin. Voilà, si jamais vous avez oublié de le faire, que votre vidéo a déjà été diffusée, elle est déjà allée chercher un peu de vues, autant profiter de cette audience. Et après, vous pouvez définir la durée de validité que vous le souhaitez en mettant maximum 540 jours. D'accord? Il y a peu de cas de figure pour lesquels c'est utile de mettre une durée de 540 jours, mais en tout cas, vous le pouvez. Et donc, voilà, sur les audiences. Hop. Donc, encore une fois, globalement, sur YouTube, il y a 3 choses qu'il faut garder en tête. 1, bien exclure les emplacements, les mots-clés, les catégories de contenu qui ne me plaisent pas. 2, rajouter un maximum de call to action pour avoir un maximum d'engagement. Et 3, les audiences. Les audiences sont clés. Gardez en tête qu'une campagne YouTube toute seule ne servira pas à grand-chose. Par contre, il faut l'intégrer dans un plan média un peu plus ambitieux avec du display qui va recibler les personnes qui ont regardé la vidéo, qui ont partagé, liké, commenté. On va utiliser cette audience de remarketing YouTube dans nos campagnes de RLSA pour transformer les viewers en acheteurs, etc. Donc, toujours inscrire YouTube dans un plan média global, ne jamais faire une campagne isolée. C'est déjà bien, mais globalement, vous n'allez pas trop capitaliser sur la puissance de YouTube. Est-ce qu'il y a des questions, en plus de celles auxquelles j'ai déjà répondu? Donc voilà, on n'a pas couvert, en tout cas pas trop, le TrueView Discovery et les Bumper Ads, mais gardez en tête que Bumper Ads, c'est 6 secondes, c'est au CPM. Vous pouvez mettre un CPM de 5 €. Généralement, c'est suffisant. Donc, c'est le CPM le plus bas du marché de la publicité vidéo. Donc, si vous avez un annonceur qui est habitué à faire de la vidéo, qui veut faire beaucoup de mobile, le Bumper Ads est hyper puissant pour ça. C'est un format très impactant. On va faire un training dessus dans les semaines à venir. Donc, n'hésitez pas à venir. On montrera notamment des créas qui étaient vraiment bien faites, qui ont été conçues que pour du bumper. Et le TrueView Discovery, là, je ne suis pas dans la phase j'envoie du contenu à un internaute qui regarde une vidéo, mais je le propose et c'est l'internaute qui va aller choisir de regarder ma vidéo. Donc, c'est plutôt un CPC. OK, je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Alors,
Pour obtenir le PDF de cette formation, notamment la checklist que je vous encourage à imprimer et à placarder sur votre bureau si vous faites régulièrement des campagnes YouTube. Donnez-nous notre avis donc, sur go.gl/AUTTXX. Attention, les majuscules comptent. Donc, vous atterrirez sur notre page où vous pourrez laisser votre avis. On les lit, ces avis. Donc, ils sont vraiment importants. N'hésitez pas à nous mettre ici toutes les idées, tout ce qui va et ce qui ne va pas. Nous, ça nous permettra d'améliorer aussi ce qu'on fait. On s'est rendu compte que vous demandiez plus de nouveautés, plus de live streaming. Donc là, à partir du mois d'octobre, de novembre, on va en faire beaucoup plus. Donc, tout ce que vous mettez là-dedans va vraiment inclus. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et en plus de ça, vous obtiendrez le PDF de la formation. Les prochaines sessions, donc la semaine prochaine, on va faire un tout nouveau format de training. On va parler de toutes les nouveautés qui sont sorties sur le mois d'octobre. Alors, toutes les nouveautés, je parle uniquement d'AdWords et d'Analytics. On ne va pas parler de toutes les news. Il est possible qu'on en loupe. Donc, c'est la première fois qu'on va faire ce format de training. Soyez tolérants avec nous. Mais voilà, on a recensé tout ce qu'on a eu comme information sur ce mois d'octobre qui a été assez chargé. Donc, on va tout vous lister. On pourra discuter ensemble de pourquoi est-ce que ces changements sont apportés, qu'est-ce que ça change globalement pour vous en tant qu'agence et pour les annonceurs. Et voilà, et du coup, on fera ça tous les mois. Pour vous inscrire, g.co/formationpartnersfr. Et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, merci à tous. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour les prochaines sessions.